Bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme les cloches l'annoncent, il est 18 heures et nous allons donc pouvoir procéder à l'appel pour constater le quorum. Anne-Marie Dougnot, Jean-Paul Reynaud a laissé pouvoir Anne-Marie Dougnot, Dora Anabi, Julien Chénardi, Marie-Jo Perret a laissé pouvoir à Dora Anabi, Christian Vicous, Christine Pédassou-Bussard, Nicolas Bacon a laissé pouvoir à Julien Chénardi, Audrey Raymond, Claude Garot, Valérie Lequel-Frénard, Francis Potier, Présent. Juliane Salama, Jean-Marc Ritalec, Patricia Foffé, Bruno Carani, Astrid Bénard, Jérémy Artuel a laissé pouvoir à Claude Garot, Émilie Ferret, Julien Martineau, Rachid Albert a laissé pouvoir à Christian Vitous, Jacques Martin, Céline David doit nous rejoindre, Patrick Clay a laissé pouvoir à Audrey Raymond, Nadia Djami, Joël Rivière, Patrick Colverelli, Sophie Dubauchel, Bernard Morin, Xavier Duboin, Valérie Anne Gamme, Gaël R. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir ce conseil municipal. Il convient tout d'abord de désigner un secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature de Claude Garot. Y a-t-il des oppositions à la candidature de Claude Garot? Eh bien, Claude Garot est nommé secrétaire de séance à l'unanimité. Nous avons approuvé le procès-verbal du conseil municipal du 19 juin dernier. Y a-t-il une demande de correction, de rectification? Non. Abstention. Mais effectivement, comme il n'était pas là, c'est logique. D'autres remarques? Non. Pas d'avis contraire. Eh bien, c'est donc adopté. Nous en venons aux affaires générales. Il convient de désigner les représentants de la commune au sein de la CLET, la fameuse commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté de communes du Val-d'Essonne. Oui, Madame Rochelle. Oui, est-ce que vous voulez bien, comme on a l'habitude de demander, juste avant qu'on commence par autre chose, s'il y a des questions, des remarques par rapport aux décisions, puisque si vous en avez, vous pouvez parfaitement les signer. Oui, vous avez des remarques là-dessus, Madame voilà, Rochelle? la première chose, c'est qu'on en a parlé à la jolie en commission règlement intérieur, qu'il serait intéressant que tous les membres du conseil municipal qui sont en voie dématérialisée pour la transmission des documents puissent avoir également les annexes des décisions. Je ne sais pas si c'est vraiment difficile à faire d'un point de vue technique. Et M. Morin a une question concernant une décision. Oui, pour Monsieur la Morin. première décision, bon, un euro, on ne comprend pas bien. Alors, Toutes les décisions pour 1 euro, c'est quoi? C'est une erreur matérielle ou... oui, alors sur ce point, C'est des ajustements budgétaires et en fait, il y avait des centimes d'écart. Donc on n'a pas le choix de régulariser quand c'est des virements prévus par une décision. bien, la réponse de et sur la remarque que vous faites, si c'est techniquement faisable pour l'administration, pas d'objection de ma part. Voilà. Donc, nous en venons aux affaires générales et à cette fameuse clette. Nous devons désigner un titulaire, un suppléant pour la commune de Melcy. Et j'ai reçu les candidatures de Christine Pédassou-Bussard et de Claude Garot. Y a-t-il des objections pour ce binôme paritaire de candidats? Non. Je mets au voix, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ils sont donc désignés. Nous avons à désigner le représentant de la commune au sein du CLIC, le Centre local d'information et de coordination en Essonne. Et j'ai la candidature de Christian Vicous. Des remarques, des objections, des votes contraires, des abstentions. Christian Vicous est donc désigné. Nous avons une convention de mise à disposition de points d'accès au Wi-Fi territorial et une autorisation d'occupation de domaine public. En l'espèce, une convention de mise à disposition par la CCBE de bornes Wi-Fi au sein du parc de Villeroy, ce qui nous permettra d'avoir pour la rentrée scolaire, sans avoir de dépenses de fonctionnement ou d'investissement, à la fois le Wi-Fi au sein du conservatoire et sur les extérieurs du conservatoire, ce qui pour un certain nombre de manifestations comme le marché de Noël ou le salon du livre permettra que les terminaux de carte bleue fonctionnent un peu mieux que ça n'est le cas aujourd'hui. Madame Duvauchel.
Oui, une petite question, étant donné que la mise à disposition est gratuite, est-ce que ça signifie qu'en cas de panne de mauvais fonctionnement, il n'y a aucun recours? Bah, en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, on se retournera vers eux pour faire jouer leur maintenance pour le coup. Après, c'est gratuit. Pour être tout à fait honnête, nous assumons les tirages de câbles et en fait les box et les abonnements sont pris en charge. Voilà. Bon, je pense que ça devrait fonctionner normalement. Et puis s'il y a une panne ou un mauvais fonctionnement, on verra avec la CCB. Voilà. Mais on va quand même faire un grand pas et rentrer pour ce conservatoire de plein pied dans le XXIe siècle, en l'an 2026. Voilà. Des objections? Pas d'objections, pas d'abstention, c'est adopté. Et je passe la parole à Christine Pédassou-Boussard pour les points financiers. Bonsoir, donc nous avons une délibération pour approuver une convention de refacturation entre la commune de Mency et le Centre communal d'action sociale de CCAS. Donc le CCAS est un établissement public qui est doté d'une personnalité morale et d'un budget propre. Du coup, le CCAS bénéficie de diverses prestations de fourniture de services pour l'acquisition et la gestion peut être directement assuré par la commune. Ça nous fait également des économies d'échelle. C'est notamment dans le domaine des fournitures, d'abonnement de l'informatique et de contrats de maintenance. Donc ça permet de mutualiser certains achats entre la commune et le CCAS tout en bénéficiant de conditions tarifaires dans le cadre des marchés publics et contrats conclus par la commune. Donc en fait, cette convention a plusieurs objectifs: garantir la transparence des relations financières entre la commune et le CCAS, assurer le respect du principe de sincérité budgétaire, permettre une correcte imputation comptable des dépenses supportées par chaque entité et sécuriser les opérations financières réalisées entre les deux budgets. Donc il s'agit donc d'approuver cette convention de refacturation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quelque chose d'assez classique. Pas de question. Qui est pour? Qui est contre plutôt? Abstention? Merci. La convention est approuvée. Nous avons ensuite une actualisation de la grille tarifaire. Donc, nous devons modifier certains tarifs existants. Le tarif d'adhésion à la comédie musicale, afin de différencier le tarif appliqué aux Mensois et aux extérieurs. Mensois 38 €, extérieurs 58 €. Il convient de corriger le tarif appliqué à la vente de la pierre lors du Metal Fest, qui sera à 6 €, d'ajouter le tarif d'un bracelet cashless lors du festival Metal Fest pour 3 €, de supprimer la tarification pour les événements COJ et la vente de DVD dont les dispositifs n'existent plus, et de supprimer le tarif accueil d'urgence en crèche dès lors que la tarification habituelle définie selon les modalités de calcul de la CAF est appliquée, et de porter la caution relative à la location matérielle à 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Abstention? Merci. Nous avons maintenant une garantie totale d'emprunt accordée à la séquence dans le cadre de l'opération de réhabilitation de 4 logements situés 21 avenue de la Janotte. La société Séquence a sollicité la commune pour une garantie d'emprunt à hauteur de 424 431 €, correspondant au contrat de prêt qu'elle a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération de réhabilitation énergétique et de mise aux normes de 4 logements sociaux suivant l'affectation pour un prêt d'amélioration d'un montant de 362 431 € et d'un prêt à l'amélioration éco-prêt de 62 000 €. Il s'agit des logements d'enseignants qui avaient été vendus en 2012. C'était des logements des années 70. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Abstention? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Anne-Marie Brugnot concernant l'organisme. Bonjour. Il s'agit d'un bilan de la concertation préalable en vue de la transformation de la zone d'activité route de Toulon-Fils. Le 4 juillet 2025, nous avons pris une délibération pour lancer une procédure de concertation préalable de la population dans le cadre de la procédure de DUP sur la zone
d'entrée de ville à l'angle de la rue de Tournon-Fils et du boulevard Charles de Gaulle. Pour rappel, le projet d'aménagement consiste à requalifier l'entrée de ville du côté d'Ormois, qui est actuellement 100% artificialisée, d'établir un programme de mixité de logements avec l'aménagement de logements collectifs, dont 30% de logements sociaux et de maisons de ville en accession. Un minimum de 2000 m² de surface d'activité et de commerce et la création d'équipements publics. Cette concertation a duré plus de 3 mois et nous déplorons qu'il n'y ait eu aucune remarque qui ait été faite ni sur le registre ni sur l'adresse mail. Donc nous tirons aujourd'hui le bilan de cette concertation. Y a-t-il des questions? Bon, je passe au point. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Anne-Marie. Alors, en l'absence de Jean-Paul qui nous rejoindra peut-être si son médecin le libère suffisamment tôt, rien de grave, rassurez-vous. Je vais être amené à vous présenter les 2 points dont j'aurais aimé vous parler, avec tout d'abord une demande de fonds de concours auprès de la CCVE pour l'aménagement d'équipements sportifs à rayonnement intercommunal, en l'espèce pour la couverture des terrains de paddle qui sont situés dans l'enceinte du TCM. Y a-t-il des remarques sur cette question? Non. Pas d'interrogation. Nous mettons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté. Et puis une deuxième demande de subvention, cette fois-ci auprès de la région Île-de-France, concernant la création d'un terrain de basket 3x3. Y a-t-il là-dessus des questions, des interrogations? Non. Des votes contre, des abstentions. C'est adopté et la parole est à Bruno Carani. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais vous présenter 3 délibérations ce soir. La première concerne une subvention exceptionnelle attribuée à l'association ELSIA. La commune souhaite accompagner l'association ELSIA dans le cadre de son projet solidaire international Noumama, porté par 5 étudiantes en orthophonie, dont plusieurs sont mensoises. Le projet consiste à proposer diverses animations socio-éducatives et culturelles au sein d'un institut médico-éducatif situé à Lomé au Togo, auprès d'enfants de 5 à 16 ans en situation de handicap. Et les dates seront du 15 juillet au 2 août. L'objectif de cette association est de garantir un accompagnement pour ces enfants pendant l'été, de construire ce projet en partenariat avec les intervenants locaux pour qu'ils puissent se poursuivre tout au long de l'année. Sensibiliser le public au handicap dans le cadre d'un retour d'expérience auprès des jeunes du service jeunesse et des enfants des centres de loisirs de la commune. Promouvoir également l'interculturalité auprès de ces publics. Compte tenu de l'intérêt de cette action et de l'investissement financier qu'elle représente, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association ELSIA et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à verser cette subvention. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération, renouvellement du dispositif chèque sport culture universel. Il est proposé de renouveler le dispositif chèque sport culture universel mis en place par la commune depuis 2020. Depuis sa création, ce dispositif a permis à plusieurs milliers de jeunes mensois de pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs, en levant les freins financiers qui peuvent parfois limiter l'accès à ces activités essentielles à leur épanouissement. La commune réaffirme ainsi sa volonté de permettre à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans de bénéficier des mêmes opportunités de découverte, d'apprentissage et de développement personnel à travers une activité extrascolaire de leur choix. Cette aide s'inscrit pleinement dans une démarche de réduction des inégalités d'accès aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs. Elle contribue également à sensibiliser les jeunes aux bienfaits de ces activités, tant sur le plan de la santé, de la socialisation que de l'épanouissement individuel. Il est donc proposé que les enfants issus des familles dont le niveau de ressources est situé dans les tranches 1 à 6 puissent bénéficier dès septembre 2026 d'un chèque nominatif d'un montant maximal de 160 € par enfant, utilisable pour une activité, une saison.
Dans une logique d'élargissement progressif de l'accès à ce dispositif, celle-ci a vocation à évoluer et à être étendue jusqu'à la tranche 7. Au regard de l'utilité sociale, éducative et financière de ce dispositif, qui a démontré son efficacité depuis plus de 5 ans auprès des familles mensoises, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le renouvellement du dispositif et d'autoriser les dépenses correspondantes et de permettre à monsieur le maire ou son représentant de signer tout document afférent à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pardon. Oui, alors il s'agit d'avoir une question, c'est une intervention, une explication de vote. Premièrement, je m'interroge sur la présence de cette libération dans la commission association, puisqu'il s'agit d'une disposition financière, voire d'une disposition d'aide sociale, comme vous l'avez fait remarquer dans la note de synthèse. D'autre part, nous proposons un amendement que le montant du chèque soit modulé en fonction de la tranche de quotient familiale, étant donné que déjà il y a une tranche qui est exclue des bénéficiaires. Il semblerait logique que les tranches les plus basses puissent bénéficier d'un chèque plus élevé que les tranches plus élevées. Donc, proposition d'amendement. Et nous voudrions également demander un bilan des bénéficiaires pour 2025, possiblement des années précédentes également. Pour savoir quelles étaient les tranches de quotient familiale des familles qui ont bénéficié de ce chèque jusqu'à présent. Bien, merci de cette explication de vote. Alors concernant le bilan, aucun sujet. Là-dessus, pourra en discuter, il sera présenté en commission. Quant à la commission, on peut toujours choisir de rattacher tel ou tel point à telle ou telle autre commission. La réalité, c'est que vous êtes 3 élus dans votre groupe et que normalement, si ce n'est pas l'un qui le voit, c'est l'autre. Et pour le reste, la commission des finances est en plus souveraine pour pouvoir demander que des points qui ne seraient pas d'office ou dedans, ils soient examinés. En général, c'est ce qu'il se fait. Sachant par ailleurs que les commissions municipales, d'ailleurs, si on veut être totalement légaliste, n'ont pas d'obligation de se réunir avant un conseil municipal. En général, c'est fait pour pouvoir travailler en amont, pour pouvoir examiner les dossiers et effectivement ne pas avoir de questions techniques à examiner en conseil municipal, dans une logique de gain de temps et de meilleure information et de travail plus posé. Donc la commission en charge de la vie sportive et des associations a toute vocation à, et vous y aurez bien évidemment lors de sa prochaine réunion un bilan et puis qui fera l'occasion d'une présentation et d'un échange entre les services, l'adjoint et j'aurais envie de dire les élus en charge parce que là c'est l'adjoint en charge des sports mais on est aussi ouvert sur la question culturelle. Pour le reste, sur la question de votre explication de vote, c'est votre logique, je la respecte totalement, même si je ne la partage pas. Nous, on a fait campagne, et c'est d'ailleurs ce pourquoi on votait les Mensois il y a moins de 3 mois de cela, pour que ce dispositif, sur lequel nous avions déjà fait campagne en 2020 et que nous avons mis en place depuis maintenant 5 ans, soit mis en œuvre de la façon dont il l'est, c'est-à-dire de manière linéaire et au bénéfice de l'intégralité des enfants mensois. Je commence à penser qu'un enfant de 8 ans, si son papa et sa maman ont le bonheur de payer des impôts à la commune plus que le papa et la maman d'un enfant de 8 ans dont les parents ne sont pas propriétaires et ne payent pas d'impôts à la commune, il n'a pas à être privé d'une aide communale parce que ses parents contribuent par leurs impôts au financement de ce service-là. Et puis, au-delà de ça, pour votre parfaite information, je rappelle que concernant les 2 premiers quotients familiaux, et ces 2-là, nous demandons aux associations subventionnées de la commune qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les familles. Donc normalement, c'est l'engagement pris par rapport aux associations. C'est s'il y a reste à charge, parce qu'il peut y avoir des associations dont le montant des 160 € est inférieur à la licence. Dans un certain nombre de cas, il y a des aides complémentaires qui permettent de le prendre en charge. Quand le montant résiduel ou le montant de la licence est inférieur aux 160 €, on ne verse pas 160 €, mais on ne verse que le montant résiduel et de reste à charge pour l'enfant et sa famille. Mais au cas où il y aurait un reste à charge, pour les enfants de quotient 1 et 2, c'est-à-dire les tranches les plus modestes,
Nous demandons aux associations, puisque nous sommes partenaires dessus au travers des locaux mis à disposition par la commune, ce qui représente un coût, je le rappelle, de plus de 120 € par licencié et par an, et au travers des subventions que nous mettons à disposition, qu'il n'y ait aucun reste à charge. Donc cette logique de faire un peu plus pour les enfants dont les familles, dont les parents sont les plus modestes, nous l'avons déjà. Aujourd'hui, nous sommes à 6 tranches sur 7 qui sont concernées. Notre objectif de mandat, c'est sur cette mandature de pouvoir, comme nous avons élargi progressivement jusqu'à la 6e tranche, c'est-à-dire dans les 6 années qui viennent, élargir à la 7e tranche, ce qui représente une dépense supplémentaire. Ça, je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons le faire, mais en tout cas, je souhaite que nous puissions le faire. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune raison qu'un certain nombre d'habitants de cette commune aient le droit de payer des impôts, mais n'aient pas le droit d'avoir la moindre aide ou le moindre service de la commune. Encore une fois, là-dessus, je ne vous convaincrai pas, pas plus que vous ne me convaincrez. Je pense que les électeurs ont tranché. S'ils décident dans 7 ans de trancher différemment, libre à vous de revoir ce dispositif en ce sens. Notre amendement consiste à moduler, pas Oui, mais non, mais j'ai pas dit que vous vouliez supprimer. C'est une proposition différente de celle que nous avons proposée aux électeurs, mais vous pourrez la leur refaire dans 7 ans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je rends la parole au rapporteur. Merci, monsieur le maire. D'autres questions? Interventions? Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Troisième délibération, participation aux frais de fonctionnement des équipements sportifs pour les adhérents des associations sportives résidant hors Mennecy, et également modification donc de la convention type qui est signée tous les ans au mois de septembre. Dans le cadre de la politique sportive, la commune met à disposition des associations sportives des équipements sportifs communaux à titre gratuit. La commune assure le gardiennage, gère l'entretien des locaux, ainsi que les travaux d'aménagement et de réhabilitation, ainsi que les remises aux normes de toutes ces infrastructures pour un montant annuel de plus de 650 000 €. Ce coût annuel de frais de fonctionnement des équipements sportifs supportés par la commune représente ainsi 122 € par licencié par an. À ce jour, il convient de constater que les licenciés résidents hors Mennecy représentent 41%, soit un peu plus de 2200 adhérents, vous donnez des chiffres, du nombre total de licenciés. Aussi, face à l'accroissement du nombre de licenciés extérieurs dans les associations sportives, la commune souhaite que ces licenciés contribuent aux frais de fonctionnement des équipements sportifs, en proposant une participation financière à hauteur de 30 € lors de l'inscription. Celle-ci sera récoltée par les associations sportives et la reverseront à la commune. Toutefois, cette participation ne s'appliquera pas aux adhérents hors Mennecy, dès lors que les communes auront conventionné avec la commune de Mennecy pour prendre elles-mêmes en charge cette participation, soit 30 € par le nombre de licenciés résidant sur leur commune. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise en place d'une participation financière d'un montant de 30 € par licencié extérieur et d'autoriser M. le maire ou son représentant à insérer un article dans la convention que vous avez en annexe de mise à disposition des équipements sportifs en lien avec cette participation financière. Avez-vous des questions, des suggestions? Oui, je ne vois pas. Allez-y, madame la prochaine. Nous sommes contre car nous pensons qu'il n'est pas une bonne idée du tout de demander aux associations de prélever une taxe au nom de la municipalité. Je crois que M. Dumas a demandé la parole. Oui, merci. J'ai mon écho, mais je pense que le rapporteur a bien présenté. Il aurait peut-être pu insister sur un point, c'est sur l'incidence financière, parce que vous avez lu la délibération, ce qui est bien, mais si on prend les chiffres, ça représente à peu près une économie de 60 à 65 000 € pour le contribuable mensuel, puisque jusqu'à présent, le contribuable mensuel supportait pour les adhérents mensuels hors mensuel. Donc je voulais signaler que c'est un autre. Il n'y a pas souvent, par les temps qui courent, des délibérations de réduction de dépenses. 60 ou 65 000 €,
c'est pas neutre sur un moteur, ça représente à peu près 1,5 point d'impôt. Donc bien évidemment, on va la voter. Et puis une suggestion, alors c'est pas sous forme d'amendement, parce que j'ai pu comprendre qu'on ne pourrait pas prendre d'amendement en séance, mais c'est une réflexion. Je pense qu'on aurait pu utilement, et dans une logique de solidarité intercommunale, comme on fait partie d'une intercommunalité, peut-être dissocier les extérieurs entre ceux qui sont dans la CCVE des 21 communes et ceux qui sont hors CCVE. Voilà, c'est un peu du pointillisme, je vous laisse en réflexion, parce que les communes, puisque là vous parlez éventuellement que les communes prennent en compte si les adhérents ne veulent pas ou s'ils veulent contractualiser, il y a une solidarité financière intercommunale qui peut porter aussi sur les équipements sportifs. Donc ça touche les 21 communes. Par contre, évidemment, quand on est sur Corbeil, le Monterey ou ailleurs, ils ne sont pas dans l'entreprise. Donc je laisse à votre réflexion l'an prochain ou un autre moment. Ceci étant, on votera la dérive en l'état. Monsieur Paul Verdi. Moi, ce qui m'ennuie particulièrement dans cette délibération, c'est que quelque part, elle va à l'encontre de la délibération précédente. Même si là, on parle bien des enfants hors médecine, des adhérents hors médecine. On encourage d'un côté à adhérer à faire du sport, ce qui est royal, on va dire. Mais d'un autre côté, là, ces enfants qui viennent de l'extérieur et peut-être de la CCVE qui a peut-être subventionné aussi certains équipements, ces enfants, on va leur dire, pour toi, c'est 60 € de plus l'adhésion, et peut-être que pour certains, ça va les bloquer à faire certaines activités. Donc, c'est la convention avec les communes, ça, je trouve ça très bien, mais c'est normal que les communes financent quand ils ont des adhérents sur Mency, qui viennent sur Mency. Mais prendre directement à l'adhérent lui-même, ça me gêne pour les enfants. Bien, écoutez, je vous remercie tous les trois de vos interventions déjà, et puis je vais essayer d'y répondre. Pour revenir sur avec la dernière intervention, Monsieur Paul Verdi, le coût est effectivement extrêmement important en coût de fonctionnement. On n'a pas parlé, pour répondre à votre question d'investissement, sur ce qui est supporté par Mency en tant que ville-centre, sur la mise à disposition de ces équipements sportifs vis-à-vis des habitants des communes extérieures qui ne payent pas 1 € aujourd'hui dans le fonctionnement de ces services. Grosso modo, on est sur les chiffres de 2025, parce que pour pouvoir le faire, il faut se mettre en année N-1, donc 2026, ça peut un peu bouger, comme en 2024, ça peut un peu bouger. Mais sur 2025, on est sur un coût, lorsque l'on agglomère les fluides, l'entretien, le gardiennage, etc., qui revient à 122 € par adhérent à une association sportive. On a, grosso modo, 41% d'adhérents à des associations sportives qui sont extérieurs à la commune, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 2200 adhérents, ce qui fait pratiquement 270 000 € par an, ramenés au nombre d'adhérents payés par la commune de Mency pour des personnes, et c'est tout à fait légitime qu'ils viennent et on les accueille dans notre structure, on est heureux de les accueillir, mais dont les communes ne prennent en charge aucune solidarité avec la commune centre. Dire que dans un certain nombre de cas, il peut y avoir des subventions de la CCVE au travers de fonds de concours à des équipements sportifs, c'est vrai, mais là on ne parle que du coût de fonctionnement annuel et la dépense de fonctionnement annuel et pas de l'investissement. Parce que si on avait rajouté à ça l'amortissement du reste à charge de l'investissement porté dans nos structures sportives, vous voyez, sur la salle d'armes qu'on est en train de faire, quand on enlève la subvention de la CCVE, on serait quasiment à 8 ou 900 000 € à devoir diviser par nos 5 000 adhérents avec une règle de 3 et de demander autant en plus en participation. Donc on est vraiment même très très loin du compte et sur une mesure qui est plutôt symbolique
et qui a pour objet d'essayer de dire, et c'est ce qui me permet de répondre aussi à Madame Duvauchel, aux communes qui sont autour de nous, il y a un moment, Mency a une centralité qui est forte, c'est très bien et on l'assume, mais c'est pas possible non plus de se décharger totalement sur une autre commune de ces investissements. Et quand on parle de 30 € sur 122 € de fonctionnement, et une fois, on serait à 2 ou 3 fois plus si on prenait l'investissement restant à amortir sur nos équipements. C'est véritablement dire quoi? On vous demande tout simplement, effectivement, d'avoir une logique intercommunale. Quand je dis intercommunale, ce n'est pas au sens communauté de communes, mais intercommunale entre deux communes, de pouvoir travailler et partager ensemble, comme on le fait dans beaucoup de domaines. Et quand c'est le cas des frais d'écolage. Quand vous accueillez à Mency un enfant de Balancourt, Balancourt paye des frais d'écolage à Mency, puis quand c'est en sens inverse, Mency paye des frais d'écolage à Balancourt. Mais une commune ne se retrouve jamais à accueillir un enfant qui n'est pas de sa commune sans qu'il y ait une participation au travers de frais d'écolage. Et au fond, c'est exactement la même démarche qui a lieu ici. Donc moi, ce que j'espère, et ce qui répondra à Madame Duvauchel, c'est absolument pas qu'on mette en situation des enfants ou des adultes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants adultes, de ne pas pouvoir pratiquer leur sport. Si on avait voulu faire ça, on aurait appliqué le coût réel. Parce que si on majore de 122 € le droit d'accès aux équipements sportifs, ça veut dire que selon les licences, on est entre un quadruplement à 50% d'augmentation, selon les clubs et les tarifs de licence. Et là, effectivement, on aurait eu une logique totalement dissuasive. On est sur une logique de dire, voilà, vous consommez un service qui est payé par les impôts des habitants de cette commune. Donc la logique, c'est d'avoir une quote-part de participation. Et je pense que ça, tout le monde peut l'entendre. Encore une fois, on est sur une recette qu'on peut espérer entre 50 à 60, 65 000 €, peu ou prou, parce que s'il y a 3 cas particuliers de familles qui soient totalement déshéritées, dont le maire de la commune refuse de s'occuper de la famille, et dont le club nous dit j'ai un vrai problème parce que tel enfant, on le traitera individuellement, bien évidemment, mais je pense qu'il y a aussi un moment où on doit... ça fait maintenant 15 ans que je suis maire, j'ai eu des prédécesseurs, ça fait des décennies qu'on assume des frais de centralité. Et ça ne me choque pas, mais à un moment, il faut qu'il y ait un petit peu de solidarité territoriale. Quand on prend par exemple un club comme le club de gym. Le club de gym, 70% d'adhérents hors commune. 70% d'adhérents hors commune. On est sur 400 licenciés, 300 au trou, à 50 près, 300 adhérents en dehors de la commune. Donc moi, j'ai aucun problème, mais il y a juste un moment, comment on fait? Et dans ce club de gym, j'ai de mémoire plus de 10% d'adhérents qui sont, je crois, d'une commune de la CCBE, je ne la citerai pas pour le coup, et plus de 10% qui viennent d'une autre commune de la CCBE. Donc en plus, on n'est pas sur du très étal avec 1, 2 ou 3 enfants. Donc voilà, sur le club de gym, on a une quinzaine de familles qui viennent de Corbeil, pour une question de choix, parce que pour le coup, autant dans la CCBE, il n'y a pas d'autres clubs, autant sur Corbeil, il y en a. Donc moi, j'ai aucun problème de les accueillir. Mais à ce moment-là, qu'on essaye d'avoir une logique de solidarité entre communes. Pour répondre, et encore une fois, on l'a fait de manière plutôt symbolique, parce que si on l'avait fait de manière réelle, en ne prenant que le coût de fonctionnement, c'est 270 000 € en répartition. C'est ce qui est payé aujourd'hui. Donc, moi, il y a aussi un moment, je pense qu'on est tous comptables aussi des dépenses de la ville vis-à-vis des habitants de la commune. Mais c'est vraiment pas une logique de vouloir fermer par rapport à ce que vous disiez, M. Dugoin, sur la question intra ou hors CCVE. Le sujet qu'on a, c'est qu'en fait, la communauté de communes a toujours refusé d'exercer des compétences en matière de sport. Quand je dis d'exercer des compétences au travers d'accompagner des associations sur un subventionnement, etc., à l'exception des associations utilisant l'aquastat puisqu'équipement intercommunal. Et l'intercommunalité a développé 2 gymnases, a d'autres projets intercommunaux, mais sur des équipements qui bénéficient à des associations, mais ils ne viennent pas accompagner les associations de la pratique. C'est un peu la limite où on a une interco qui, de ce point de vue-là, est un peu ambivalente et où, de fait, il n'y a pas de mutualisation réelle, et on a essayé d'en tenir compte.
on en a tenu compte comment? Ce qu'on demande, c'est uniquement aux associations qui n'utilisent que des locaux de la commune. Des associations qui n'utilisent pas de locaux de la commune, bien évidemment, et que nous subventionnons par ailleurs, mais bien évidemment, on ne leur demande pas. Si je prends par exemple les 3 clubs de boxe, les 3 clubs de boxe de la ville, ils sont sur terre abatique. Ils n'utilisent pas de locaux municipaux. À partir de là, on ne leur demande pas. Il y a déjà cette logique intercommunale qui est prise. L'Orquoise et le club de natation, ils n'utilisent que la structure de l'aquastade, donc à partir de là, on ne le demande pas. Le club de rugby à 15, on est sur un club qui est déjà intercommunal de fait. Il est entre Corbeil, Ballancourt, Mency, en fonction des jours, en fonction des entraînements, des locaux, etc. Donc, quand on a déjà des logiques de mutualisation qui sont faites, c'est dire très bien, Banco, c'est ce qu'on demande, on ne demande pas plus, c'est ce qu'on souhaite. Alors après, le système, il est peut-être imparfait, mais je pense que ça va permettre d'une part de réduire les dépenses, ou en tout cas de ramener un petit peu de recettes à la commune. Ça dépend de quel côté on regarde, mais ça revient budgétairement exactement au même. Et je pense, et moi j'aimerais, que ça permette à certains collègues de dire, bah voilà, comment est-ce qu'on essaye ensemble d'aller vers des logiques quasiment d'entente sportive. Il y a des tas de clubs dans beaucoup de secteurs, c'est le foot, c'est avec une entente entre 2 ou 3 communes. C'est le cas du rugby, qui est déjà un club entre plusieurs communes. C'est le cas de Criseur. Criseur, il y a des adhérents de Mency et hors Mency. Ils utilisent des locaux au bénéfice des Mensois, parfois à Ballancourt, parfois à Ormois, parfois à Cheval. Ils utilisent le gymnase acrobatique. Ils ont quelques créneaux de... Mais la réalité, c'est qu'il y a déjà une mutualisation et un échange de locaux qui est fait. Mais c'est vraiment, on ne vient que sur les associations qui n'utilisent que ou qui utilisent des locaux de la commune de Mency sans qu'il y ait ce phénomène de mutualisation. Après, on va avancer dessus, on va ouvrir ce débat-là, on va travailler sereinement avec tout le monde. Mais encore une fois, je pense que dire aux habitants de la commune, chaque année, on dépense 270 000 € au titre des frais de centralité pour les habitants de l'ensemble des communes qui sont autour et dont les communes ne participent pas à hauteur d'1 €, ça c'est quelque chose qui est compliqué à tenir. Et dire on demande une participation symbolique, grosso modo du quart de cette dépense en fonctionnement, parce que si on devait intégrer tout, on serait à 2 ou 3 fois ça quand on prend le programme d'investissement qu'on a eu ces 10 dernières années et qui est en cours d'amortissement sur la commune. Je pense qu'on en serait très très loin. Voilà, je vais mettre au voie. Oui, monsieur Paul Berelli. Juste une simple question. Finalement, je vous entends, mais combien de communes participent? Est-ce qu'il y en a qui participent? Et un débat qu'on pourra avoir à la CCVE, même si la CCVE ne veut pas entendre parler du côté sportif, mais au moins avec les communes. Mais ça n'est pas dans ses compétences. Et si ça peut amener que le débat se porte à la CCVE, moi j'en serais le premier avis. Et aujourd'hui, 0 commune participe. On a 0 commune qui participe. Vous voyez, ça pose quand même un problème. Si je prends l'exemple des frais d'écolage, il n'y a aucun problème. Les communes prennent les enfants des autres communes, mais avec des frais d'écolage, quelle que soit la taille ou les sensibilités des communes. Là, on est quand même sur quelque chose qui est à robinet ouvert dessus. Donc, l'objectif, c'est de dire, on ne va pas faire le coup réel, parce que effectivement, pour des villages, ça pourrait faire des sommes trop importantes. Pour des particuliers, si les communes refusent de jouer le jeu, de faire des sommes totalement insupportables. Mais on essaye d'amorcer, de mettre un point dans la porte de manière symbolique. Voilà, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Eh bien, c'est donc adopté. Je vous remercie, je remercie le rapporteur. Alors, Madame Perret aurait aimé vous parler de l'approbation de la convention d'accueil d'enfants pour la commune d'Écharpont au sein des accueils de loisirs. Bah oui, là aussi, c'est de la solidarité intercommunale. Écharpont, comme Fontenay, d'ailleurs, pour qui on a mis en place, il y a de cela déjà quelques mois, le même dispositif, n'a pas de structure d'accueil en ALSH. Et donc, le sujet est pour nous de permettre d'ouvrir nos ALSH aux enfants d'Écharpont dans les mêmes conditions qu'aux enfants de Mency, avec une contrepartie financière qui est la participation d'Écharpont aux coûts et aux déficits générés par le service. Il y a des questions? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions.
C'est donc adopté. Et je passe la parole à Francis Potier. Bien, deux points pour la culture. D'abord, la mise à jour du règlement intérieur du conservatoire municipal Joël Meunier, le règlement intérieur et les documents de cadre de la vie du conservatoire, qui s'applique autant aux usagers qu'à l'équipe d'encadrement. Et la dernière version de ce règlement a été arrêtée en 2024. Il est donc nécessaire de procéder à une mise à jour au vu de l'évolution de la fréquentation et de la réglementation. Alors, je pense que vous avez regardé, en page 9 et 11, en gras, vous trouvez deux modifications qui ont été apportées. Donc, à ce règlement. Alors, la nouvelle proposition s'appuie sur la version 24, on apporte plus de précision et permet de se projeter sur une restructuration d'un accueil toujours plus performant et qualitatif des usagers. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver ce document et d'autoriser M. le maire ou son représentant à le faire appliquer. Y a-t-il des questions à cet endroit? Oui. Oui, est-ce que je pourrais avoir la date où le conseil pédagogique a été consulté sur Il a été réel. Je ne l'ai pas, oui, je n'ai pas la date en tête, je ne peux pas le donner là tout de suite comme ça. Mais il a été fait avec l'ancienne directrice et il y en a un qui sera prévu à la rentrée, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Et donc sur les amendements qui sont intégrés là et qui avaient été Ils ont été intégrés il y a consultation du conseil pédagogique. une année à peu près. Il n'y en a pas eu d'autres. On a eu sur qu'un les seul. amendements qui ont été proposés en commission et que je vois intégrés dans le projet, le conseil pédagogique n'a pas été consulté. Elles sont passées à l'époque dessus. Ces deux points, si tu as regardé, Je parle d'amendements qui il y a sont deux été- points sur les certificats médicaux pour les enfants qui pratiquent la danse, et un deuxième point aussi, si tu as regardé, à la page 11, sur, je prends en tête, je regarde de nouveau, oui, sur le comportement des publics sur les auditions et concerts. Ok? Bon. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Et une demande de fonds de concours pour le projet Mency Metal Fest 26 auprès de la communauté de communes du Val-d'Essonne. Dans sa délibération du 1er juin 26 relative au règlement pour le versement des fonds de concours de la CCDE, pour la durée du mandat, la communauté de communes du Val-d'Essonne fixe et détaille 7 fonds de concours différents, chacun avec des objectifs spécifiques. Le fonds du concours numéro 2 porte sur les projets communaux structurant un rayonnement intercommunal, public ou usager dépassant le cadre communal, et doté d'une enveloppe globale de 100 000 € par an. Le projet Mency Metal Fest est un festival de musique métal et un événement qui prend de l'ampleur depuis plus de 10 ans, avec plusieurs dizaines d'artistes et des milliers de spectateurs et de visiteurs. Ce festival représente une belle ouverture sur les arts qui sont sous-représentés dans notre bassin de vie. Il participe à faire connaître les courants riches d'une qualité artistique appréciée par toutes les générations, qui mérite donc une exposition de plus grande envergure. Pour cette manifestation, la communauté de communes du Val-d'Essonne est sollicitée pour un montant de fonds de concours de 30 000 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'approuver la demande de fonds de concours auprès de la CCBE et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette demande. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui vote contre? Ok. Merci Francis. On va contre des demandes de subvention. Monsieur Chénardi, concernant la sécurité. Merci Monsieur le maire. Je vais vous présenter la mise en place de l'amende administrative concernant le défaut d'entretien des haies et des arbres. C'est le même principe que l'amende administrative pour les dépôts sauvages que nous appliquons actuellement et que nous appliquons assez régulièrement puisque sur les dépôts sauvages ça fonctionne bien. Pas plus tard qu'hier, j'ai signé un courrier pour une amende de 1 500 €. Donc c'est aussi une forme de rappel que la commune agit très fortement et particulièrement sévère contre les dépôts sauvages qui pourrissent,
qui pourrit la vie des habitants. Donc cette amende administrative pour le défaut des haies et arbres, c'est exactement le même principe avec cette fois-ci une démarche un peu plus progressive, c'est-à-dire qu'au départ, il y aura déjà une constatation qui sera effectuée par la police municipale. Si au bout de 10 jours, il n'y a pas d'action faite par le propriétaire des lieux, il y a une mise en demeure, et si au bout de 10 jours, il n'y a toujours rien de fait, eh bien, il y aura une procédure d'amende administrative qui est de 500 €. Si après cette amende administrative, il n'y a toujours rien fait par le propriétaire, la commune se réserve le droit de pouvoir entamer les démarches pour faire elle-même l'élagage ou la coupe des haies. Et bien évidemment, les frais engagés seront alors mis à la charge du contrevenant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors déjà, dans la note de synthèse, il est fait mention des arbres. De leur projet de délibération, il n'y a rien. Non, sur les haies et arbres. C'est indiqué, les haies. alors c'est indiqué en tête, c'est marqué haies et arbres, recto verso. Oui, et en fait, les haies, alors je vous explique, en fait, le problème que l'on a avec les haies, c'est notamment lorsque ça déborde sur les trottoirs. Voilà, ça, il y a aucun souci pour les comprendre ce piétons, problème. les PMR, etc., qui ne peuvent pas circuler, et ça peut même parfois aller sur la chaussée. Les arbres. Parce qu'il y a les arbres, il y a une réglementation aussi sur l'entretien des arbres, mais qui n'a pas de rapport direct avec la sécurité routière. Donc je me demande. Si, parce que les arbres, il faut avoir des arbres qui cachent la signalisation. Juste pour la signalisation. Oui. Et Et deuxièmement. ça suffit, puisque si vous avez un panneau stop caché, Oui, ça peut. brancher les centres. Est-ce que, pour tenir compte vraiment du considérant, parlant de la biodiversité exacte, est-ce qu'on pourrait rajouter un paragraphe précise que cette procédure ne peut pas être prise entre le 15 mars et le 31 juillet? Alors, je sais que c'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et le problème, c'est que si on a une caméra de vidéosurveillance ou un panneau de signalisation qui est bouché ou obstrué par une haie ou par un arbre, j'estime qu'on doit pouvoir quand même être en capacité de demander tout de suite à la personne de pouvoir couper et pas attendre la fin de la période de caducité. La période de caducité n'est pas une obligation, je le sais, c'est une obligation pour les agriculteurs, pas pour les particuliers. Et pour les particuliers, je comprends qu'il faut protéger, je crois que c'est la biodiversité des arbres notamment pour la nidification, mais ce n'est pas une obligation. Et là, en l'occurrence, lorsque la police municipale intervient, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà. Pas pour des raisons esthétiques. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas ce paragraphe. Alors c'est presque pour faire le fin du mot, mais est-ce que la police municipale peut intervenir contre la mairie même si, parce que route de Chevannes, parallèle à la rue des Écrennes, actuellement la haie qui appartient à la mairie gêne la circulation sur le trottoir. Alors, je suis d'accord avec la mise en place de la administration. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut faire attention parce que du coup, il faut être nous-mêmes exemplaires. Et bien justement, on aura 10 jours pour la faire avec. Je vous remercie de cette pointe d'humour vis-à-vis des agents du CTM qui, quand même, depuis un mois, bossent dans des conditions de chaleur et de dureté particulières. Donc, sur ce type de point d'humour, en l'espèce, les agents ont été amenés à faire cette haie, qui est une double haie, si on doit être tout à fait précis. Et elle a été faite, puisqu'ils sont mis en cause, on va les défendre, elle a été faite il y a de cela 1 mois et demi ou 2 mois. Le problème, c'est que sur cette double haie, qui a été historiquement, puisqu'il y a une haie intérieure plus basse qui correspond aux propriétés, et le gros de la haie, qui est la plus haute, qui donne sur la piste cyclable et qui effectivement arrive certaines fois à déborder. Et c'est le même problème que ce qu'on a dans un certain nombre de trottoirs de l'élite, avec des haies qui ont été historiquement plantées beaucoup trop près de la route. Et techniquement, si on voulait pouvoir être totalement aux normes et qui ne gênent absolument pas, il faudrait les arracher et les replanter 1 mètre par retrait. Donc quand on a dit ça, ça veut dire que c'est un coût pour la famille concernée. Là, pour le coup, on ne parle pas de 30 € sur une adhésion sportive. C'est 4, 5, 6 ans, y compris si on met des claustras qui ne sont pas du plus esthétiques,
avant d'avoir une haie, même si on la plante sur un beau volume, qui est repris un effet masquant cohérent. C'est ce qui fait que dans un certain nombre de cas sur le lévite, les agents passent, mais on sait qu'on n'aura jamais un trottoir totalement aux normes. C'est aussi pour ça que sur les grands axes du lévite, on a refait totalement un trottoir, non pas en reculant les haies, mais en resserrant la route il y a de cela quelques années, ce qui a aussi le mérite de réduire un peu la vitesse, et que de l'autre côté, y compris si on ne lâche pas les gens pour avoir la même taille, on a un trottoir qui n'est plus aux normes et qui est en partie mangé. Et en fait, on a exactement le même problème. Alors, quelques maisons le font, d'ailleurs, on le voit dans le lévite, certains finissent parce qu'ils en ont marre, en plus quand c'est des tuyas qu'ils ont la maladie, par les abattre et reporter tout un mètre plus loin. Là, on en est à un stade sur cette route de cheval, mais je pose la question, et si ça peut aussi être une question dont on peut débattre plutôt en commission, c'est quasiment, il faudrait l'arracher. Parce que l'âge de la haie et son volume fait que pour qu'elle n'empiète pas sur la piste cyclable, sur quelque chose qui prend un temps extrêmement important, parce que pour le coup, il y a un linéaire pas possible, et comme elle est haute et qu'on la maintient haute, ça fait partie des 3 ou 4 points les plus durs en réalisation pour le CTM. La logique pourrait être de se dire, effectivement, on préserve totalement la cyclabilité, mais ça veut dire qu'on arrache la haie, ce qui est quand même aussi toujours un peu gênant d'un côté de l'empreinte en termes de biodiversité, ce qui est aussi dégrader la qualité de vie des riverains qui sont derrière, parce que quand vous avez une double haie protectrice par rapport à une départementale, vous avez un recul qui est quand même plus fort. En fait, le sujet, c'est celui-là. Mais je pense que la question de savoir si on pourra continuer à garder une cyclabilité correcte sur cet axe en gardant la haie, c'est un vrai sujet. Et pour le coup, moi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à en parler en commission avec Nicolas Bacon et Jean-Paul Regnault qui s'occupent du CTM et des techniques. Ça peut être une solution qu'il ne faut pas enlever. Mais dire que c'est pas suffisant, oui, ça ne sera jamais suffisant. C'est pas que les agents ne bossent pas, maintenant ils bossent pas pour les agents. Non, mais je sais, et c'était une boutade, mais des fois il y a des boutades qui peuvent blesser, je sais que ce n'était pas votre attention, donc voilà. Mais la question qui se pose, exactement comme on l'a sur certains fonds de jardin de lévite, c'est est-ce que cette haie, on doit la garder ou on doit la faire sauter? Il y a des avantages ou des inconvénients dans les deux cas. Et moi, je suis vraiment très ouvert là-dessus aux échanges et aux réflexions. Voilà. Julien, je te passe la parole, c'était trop long. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Demande d'intervention? Non? Oui. Je voulais juste vous dire, comme je l'ai dit en commission, madame, ça aurait été quand même bien pour les limites. On a les présidents des AFUL n'ont pas été avertis parce qu'elles sont effectivement très concernées et que dans nos règlements intérieurs d'AFUL, il est indiqué, il y a un article qui est prévu sur les haies. Ça aurait été bien en fait de vous rapprocher d'eux aussi, de voir peut-être si eux ils avaient aussi des solutions. On y a été heurté régulièrement. Le problème, bon déjà on les tiendra au courant, mais tant que la délibération n'est pas votée, transmise au contrôle de légalité, elle n'est pas applicable, donc de fait on a quand même un peu de temps sur l'information des AFUL. Le problème c'est que les AFUL, heureusement, pour la police municipale, font déjà souvent un premier filtre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'AFUL et toutes celles et ceux qui ont été dans des bureaux qui sont un peu engagés dans des AFUL autour de la table ça, en général il y a un premier filtre qui est fait, qui est de plus en plus difficile parce que comme de plus en plus de gens vous envoient promener, il y a de plus en plus de membres de bureau qui hésitent un peu à y aller en se disant bon par qui je vais être reçu et comment ça va se passer. Le premier filtre qui est fait permet quand même dans un certain nombre de cas où il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est juste la question d'avoir un peu de temps, un peu d'oubli, un peu de négligence, de faire que bah oui, les gens le font assez vite. Et souvent, quand ça n'est pas fait, les AFUL se retournent vers la mairie en nous disant j'ai 2 ou 3 cas, on n'arrive pas à s'en sortir. Et là, en général, on envoie la police municipale effectivement dans un premier temps, ce que disait Julien, de manière très préventive et pédagogique, ce qui en général suffit. Et puis si ce n'est pas le cas, on est obligé de rentrer dans des dispositifs de contrainte. Et en fait, les dispositifs de contrainte qu'on a aujourd'hui sont un peu faibles, d'où cette délibération. Mais on a vraiment cet échange régulier avec les AFUL et c'est plutôt venir accompagner parce que, et encore une fois, les AFUL ne feraient pas ce premier rideau
la charge de boulot de temps passé pour la PM qui serait beaucoup plus importante. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Alors, on termine avec le point RH, avec Christine Pélassou-Messard. Alors, vous êtes délibération pour modifier notre tableau des effectifs, hein, donc on l'avait déjà évoqué régulièrement. En fonction des besoins des services et dans le cadre des évolutions de carrière des agents, il est nécessaire de modifier ce tableau des effectifs. Ça correspond au mouvement de personnel, aux avancements de grade, aux cycles de concours et aux inscriptions au conservatoire. D'ailleurs, vous pourrez voir qu'il y a énormément de modifications de postes liés au conservatoire. Donc on a 18 créations et 17 suppressions, donc vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste par curiosité, j'imagine que c'est création-suppression complètement en face. Alors en fait, on est à équivalent des postes, vous voyez bien qu'il y a une... Et la création nette, elle est... Alors, je ne peux pas vous dire quel poste a été créé exactement dans cette liste, mais on pourra vous répondre sans problème par la suite. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Abstentionné? Merci. Ensuite, on a une délibération qui concerne l'adhésion au CIG pour l'accès au collège de référents déontologues. La loi du 21 février 2022 prévoit que tout élu local peut consulter un référent déontologue et pour lui apporter tout conseil utile et au respect des principes de déontologie consacrés dans la charte de l'élu local. Vous avez été remis en début de mandat. Les modalités et les critères de désignation des référents déontologues sont prévus par un décret du 6 décembre 2022. Les missions de référents déontologues sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. En fait, il est ici proposé de se rattacher, de désigner le collège mis en place par le CIG Grande Couronne avec un tarif d'adhésion forfaitaire de 480 € par an. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Abstention. Merci. Ensuite, nous avons la désignation d'un élu local représentant les élus au Comité national d'action sociale, le CNAS. La ville est depuis plusieurs années adhérente via une cotisation annuelle au Comité d'action sociale. Le CNAS est un organisme d'action sociale qui œuvre pour le bien-être des personnels territoriaux dans les domaines variés tels que les chèques de vacances, les séjours, les chèques pour le Noël des enfants, la rentrée scolaire. En application à l'article 6 des statuts du CNAS, l'adhésion à l'association s'accompagne par la désignation d'un délégué des élus chargés de représenter la collectivité au sein du CNAS. Donc, nous devons ici désigner cette personne. Monsieur le maire a reçu ma candidature. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Nous avons ensuite une délibération qui est relative aux ajustements des cycles de travail des services entretien, restauration et du conservatoire. Et nous avons la mise à jour de l'annexe du règlement du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2023, la collectivité applique le règlement du temps de travail acté en conseil municipal du 16 décembre 2022. Après 3 ans et demi, il apparaissait nécessaire de faire une mise à jour, cela concerne le service. Alors, pour le service entretien restauration, les évolutions d'horaires proposées répondent à plusieurs difficultés identifiées au niveau de l'organisation actuelle, notamment le temps consacré à l'entretien des offices, ça paraissait insuffisant et il y a une demande des agents. Il faut savoir que c'est un travail qui a été mené en concertation avec l'ensemble des agents. L'organisation du mercredi était devenue hétérogène. Donc là, en fait, l'idée, c'est que les agents puissent bénéficier d'un mercredi sur 2. Et ensuite, il y a une réduction des cycles de travail, puisque je crois que vous voulez voir qu'on avait 10 cycles de travail et qu'on est aujourd'hui à 4 cycles de travail. Donc ça, c'est pour le service entretien-restauration. Ensuite, sur le conservatoire, il s'agit en fait d'annualiser. Tout le personnel pédagogique est annualisé
Et là, il s'agit d'annualiser les agents administratifs qui arrivent en support du personnel pédagogique. Donc l'idée, c'est d'également les annualiser sur les mêmes rythmes de travail. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe donc au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances. Merci.